j'avais oublié de cliquer démarrer l'enregistrement. Donc bonjour YouTube, parce que le replay il démarre sur YouTube que quand je clique sur démarrer l'enregistrement. Donc bonjour YouTube, vous n'avez pas raté énormément de trucs. J'ai juste dit que notre partenaire c'était Unibet évidemment. Et voilà, on dit bonjour. Donc je disais donc Benjamin Bernard, invité de cette semaine, parce qu'il était venu au Hard Rock Café pour notre émission d'avant-saison, que ça avait été très sympa et qu'il nous avait dit ah vous êtes un peu dur avec les Lions. Donc je lui avais dit eh bien écoute, dès que tu le peux, on se fait un petit fauteuil où on en parlera et donc il nous fera la gentillesse de venir nous voir. Coupure publicitaire en cours. Ah bon, celle-là je l'avais pas vu venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je ne l'avais pas vu venir. Bon, en tout cas, je le disais, donc on va recevoir Benjamin Bernard pour parler des Detroit Lions. On se demandera si les Lions sont désormais des vrais prétendants. Du côté des thèmes, évidemment, Alicia Matt, bonjour à toi. Il y a eu un truc qui a bipé. C'est Antoine. Merci pour le tip à Antoine. Je me demandais c'était quoi ce bip dans mon casque. Donc je disais qu'on va faire ça. Après le passage de notre ami Benjamin Bernard qui repartira pour le Red Zone sur Bein ce soir, on passera à l'actu du jour. On reviendra sur les blessures, etc. Les pronostics, les meilleurs cotes Unibet, le quiz de fin d'émission et les matchs à 19h. Voilà pour le programme de cette journée. J'en profite pour vous rappeler, je cherche mes petits boutons, évidemment, que si vous souhaitez nous soutenir, c'est sur Tipeee que ça se passe. Je fais les petites annonces pendant la coupure publicitaire, comme ça ceux qui n'ont pas ratent pas grand-chose. Les liens pour les réseaux sociaux, je vous les remets aussi. Et les liens pour le podcast également. J'ai tapissé le chat. La pub termine dans 21. J'en profite une seconde, regardez, pour vous montrer ce qu'il y a sur Tipeee en ce moment. Normalement, vous m'entendez encore. Hop. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Je mets pas la casquette d'habitude, mais voilà. Donc il y a aussi les casquettes chez Brooklyn Fizz, donc n'hésitez pas à y aller. Et il y a nos nouveaux super porte-clés qui sont... Hop. Et on a un lien pour le Discord. Alors il y a un lien avec marqué chat en bas du site. Si vous êtes en mobile, ça marche aussi. Je crois si vous scrollez tout en bas, il y a un footer avec le lien vers le chat. Mais il y a un Discord aussi également. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Donc voilà pour les présentations d'usage. Je crois que je n'ai rien oublié. Tous les petits boutons sont là. Et évidemment, alors je me suis fait un petit bouton où j'ai juste appuyé et ça met, hop, le match de la semaine sur Sisplay, c'est Bills Dolphins, commenté par Lucas Vola et Grégory Richard. Donc comme ça, à chaque fois que quelqu'un pose la question dans le chat, bim, j'appuie sur le bouton et bim, ça part. Voilà. Le lien, le super match, hein. Aucune excuse pour ne pas regarder Sisplay ce soir, parce que ça va être quand même incroyable ce match entre les Bills et les Dolphins. On va donc passer tranquillement au débrief du match de jeudi. Je suis en train de regarder, je vous ferai des petits points sur ce qui se passe entre Jaguars et Falcons. Pour l'instant, globalement, Desmond Ridder est nul, mais les Jaguars pourraient quand même mener plus largement parce qu'ils n'exploitent pas des masses. Mais Desmond Ridder a été intercepté une fois pour un touchdown, une deuxième fois les Jaguars n'en ont rien fait. Et au moment où on se parle, 17-7, 1 minute 36 à jouer dans le troisième quart-temps. Voilà pour les nouvelles. On va admettre notre camarade Nitinia sur la conversation et on va voir tranquillement Nitinia apparaître normalement. Alors, j'ai pas de mute, donc j'espère que... Est-ce que Nitinia m'entend? Alors, est-ce que Nitinia, tu m'entends? Parce que moi, Bonjour Alain, bonjour voilà. à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on t'entend, mais on ne te voit pas encore parce que là, on te voit. Ah, super. Bonjour Nitinia, comment ça va? Bonjour Alain, oui, ça va et toi? Bah, ça va très bien. Écoute, Nitinia Sumion, que vous entendez de plus en plus régulièrement sur la fantasy. C'est quoi le conseil du jour, là, s'il y a un joueur ou deux qu'il faut retenir? Le conseil du jour, peut-être... allez, on va peut-être miser sur le duo Josh Allen, toi Tagovailoa, pour le match Dolphins-Bills, parce que je pense que ça va... ouais, il y aura des points. Il y Alors, aura des points. Je suis sûr que les défenses vont essayer d'être en forme, mais... j'espère que tu as raison, j'ai tué Tagovailoa en quarterback. ah,
Voilà. Ouais, et Jagger continue sur sa lancée. Ouais. Mais alors, je crois que j'ai pas de bol parce que maintenant que tu le dis, je vérifie, je regarde mes affaires personnelles pendant l'émission, c'est honteux, mais je vérifie. Hmm. Et en fait, j'ai tué Tagovailoa et je joue contre Josh Allen. Ah. Bah Donc, après, ça dépend des running back et des receveurs que tu as, mais non, mais honnêtement, si tu as des receveurs comme alors là, Davante Adams, il aura pas forcément un quarterback de fou qui va peut-être lui lancer la balle. Sinon, Christian McCaffrey, c'est toujours la valeur sûre ah ouais, hein, bah oui, en poste de là running tu te back. mouilles pas. Donc, Bon, ouais, je me brouille Euh, pas. Franchement, je ne sais pas quel pari je pourrais tenter. J'avoue, je n'étais pas préparé à cette question pour te dire la bon, vérité. c'est pas grave, Niti, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on te retrouve le samedi matin dans les podcasts fantasy. De toute façon, le dernier est en ligne. Ok. Vous pouvez encore y jeter une oreille rapidement avant le début du match tout à l'heure. Mais évidemment, le samedi matin, c'est fantasy désormais sur les podcasts TD Actu. Là, c'était avec Antoine Adjavon, mais il y a aussi Alexandre Locke, il y a aussi Mehdi Mhm. Julien. Oui. Et Et il est-ce y que a j'oublie Kevin quelqu'un? Renaudet Et Kevin également Renaudet, voilà, j'oubliais qui est... quelqu'un. Ouais. Ça tourne un petit peu. Non, Yes. alors on n'est pas là pour parler que fantasy, évidemment. On fera peut-être un. Alors pourquoi on va le dire, parce que je fais souvent le service après-vente sur le chat. Le dimanche, c'est le service après-vente de TDA aussi. Hein. Le fauteuil, il y a quelqu'un qui demande pourquoi il n'y a pas eu d'épisode fantasy il y a 8 jours, Fabien au bar. C'est parce qu'il y avait un problème de son, donc on a préféré pas mettre l'épisode en ligne. On préférait mettre des épisodes propres au niveau sonore. Et là, pour le coup, l'épisode n'était pas assez propre au niveau du son pour qu'on vous le mette en ligne. Donc exceptionnellement, il n'y a pas eu d'épisode. On va donc passer à ce match entre les Packers et les Lions, Nitinia, et on va passer donc à cette victoire de Détroit 34-20 entre ces deux équipes. On va mettre ça en plein écran. 34-20 pour Détroit, Nitinia. Les Lions menaient 27-3 à la pause. Green Bay est revenu à 27-17 dans le dernier quart. David Mhm. Montgomery a tué le match avec un touchdown. Ce sont les Lions qu'on attendait, Nitinia. Ils ont gagné le défi physique en tout cas. Ouais, ils ont gagné le défi sur les lignes. Mm. Et effectivement, puisque il faut voir les statistiques de David Montgomery tout simplement pour résumer un peu le match, hein, il a dominé totalement le jeu au sol à lui tout seul avec la ligne offensive de Détroit à ses côtés. C'est ça qui est un peu dommage puisque les Packers étaient bien revenus, mais après, oui, c'est vrai qu'au niveau physique, à part l'interception en début de match où je pensais que Green Bay avait trouvé le momentum pour ensuite voilà, faire un bon match, mais en fait, Détroit a remis la main sur le match et après a déroulé, surtout en première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu cette interception en début de match pour Jared Goff, et puis finalement ils sont quand même bien remis dedans. On parlait des lignes, 43 courses, 4,9 yards par course, vous avez la stat à l'écran, ils ont gagné 211 yards et 3 touchdowns au sol contre 28 passes, et en face ils limitent Green Bay à 2,3 yards par course, ils réussissent 5 sacs. Mm. Donc tu l'as dit, il y a un énorme jeu au sol, et derrière on peut aussi dire que la défense aussi gagne sur les lignes. C'est ça exactement, avec un excellent Aidan Hutchinson qui est en train de faire un début de saison monstrueux et qui confirme sa belle année rookie. Il y a eu d'autres joueurs de Détroit qui ont fait des sacs, hein. Il y a notamment Liam McNeil qui s'est enfin montré au grand jour sur ce match-là également. Isaiah Bugs également. Oui, la ligne de Détroit, la ligne défensive, c'était plutôt à l'intérieur où il y avait des petits problèmes dans l'intersaison. Ils n'ont pas vraiment fait des renforcements, on va dire, à l'intersaison, mais ils ont progressé. Et donc, autour d'Aidan Hutchinson, il y a des joueurs capables de mettre la pression. Charles Harris a fait. Et donc, il y a également Lynn McNeil, comme je disais, et Isaiah Bugs. Ouais, il y a vraiment du monde. Tu le disais, John Cominsky qui est à un Ah oui, sac John Cominsky. aussi. Enfin, Excellent. Oui. c'est vraiment une défense qui est Mm. en grosse progression. Donc, on a grosse défense, on a gros jeu au sol. Et du coup, Jared Goff qui est en gestionnaire, 19 sur 28, 210 yards, un touchdown, une interception. C'est le scénario idéal en gestionnaire, Jared Goff. Bah voilà, pas besoin d'un quarterback, on va dire, élite, superstar. Si le jeu au sol et la défense très physique et très agressive des Lions fait le travail face à une équipe des Packers, bon, on va en parler tout à l'heure, mais qui pour moi, j'ai trouvé assez tendre finalement au final. Jared Goff, ça suffit hein, pour en gagner. Il a fait avancer les chaînes. La première tentative pour gagner le match, c'est lui qui donne la passe pour Amon St. Brown.
il n'y avait pas besoin que l'attaque aérienne se montre. Le plan de jeu des Lions offensivement était plutôt bien construit. Si on dit que les Lions ont dominé les tranchées, comme tu le disais, ça veut dire que les Packers ont été un peu tendres. Jordan Love a été plus en difficulté, on l'a dit, il prend 5 sacs, il est intercepté 2 fois. Il n'est pas aidé évidemment par le jeu au sol parce qu'ils se sont fait complètement manger. 27 yards en 12 courses, c'est vraiment minuscule. Euh, Ça a montré qu'on a affaire à un rookie, c'est-à-dire qu'il y a eu des bons flashs en fin de match, il y a des bonnes choses, mais ça reste un rookie, quoi. Oui, ça reste un quarterback, on va dire, qui est dans sa première saison de titulaire, pardon. Je vais y arriver. Et oui, après, on est plus passé par les airs. Le jeu au sol n'a pas du tout fonctionné. Aaron Jones n'est pas encore à 100%, je pense. Ça s'est sans doute vu sur ce match. Hmm. Mais J. Dillon, c'est assez moyen, c'est voire même catastrophique. On en a un peu parlé lors du fantasy, de l'épisode fantasy hier. Mais mais ouais, c'est vrai que c'était assez dur au sol, mais dans les airs, ils se sont pas très mal sortis. Même défensivement, il y a eu Quay Walker qui a fait un excellent match, mais malheureusement, c'est lui qui fait la pénalité qui permet aux Lions de creuser l'écart décisif pour emporter le match. Hmm. Bon, il y a du bon en fin de match, hein, on l'a dit quand même. Il y a une connexion avec Mm, Roméo Doux qui est à 9 réceptions pardon, pour 95 yards. Euh, mm. Eux aussi, on parle de la progression des Lions par rapport à l'année dernière et on va en reparler avec notre invité tout à l'heure. Mais euh, là aussi, il y a une progression chez les Packers par rapport au début de saison. Euh, mais eux partent de plus loin, quoi. Ah oui, là, on est totalement sur une année de reconstruction chez les Packers. Je pense que ça, tout le monde le sait. Mais ils ont montré de très bonnes choses, on va dire des bases sur lesquelles ils peuvent se construire. On le sait que voilà, pendant l'intersaison, on sait ils vont faire des erreurs, c'est sûr. Et bah, les 2 interceptions de Jordan Love le montrent. Aussi défensivement, ils ont fait quelques erreurs d'assignation, notamment au niveau des safety, des linebackers sur quel receveur couvrir. Donc oui, il y a eu des erreurs sur ce match, mais Détroit est en avance, on va dire, sur sa reconstruction. On va dire que c'est une équipe qui est quasiment prétendante aux playoffs, Mm. alors que Green Bay, on va dire, il faut peut-être encore attendre 1 ou 2 années de plus. Bon, donc pour conclure, défaite logique des Packers et Hmm. victoire convaincante de Détroit. Alors convaincante, on va dire petit convaincant, hein, Ok. parce que c'est pas forcément parfait, on va dire, mais les Lions ont une grosse marge de progression, hein. Défensivement, il y a des très bons jeunes joueurs, bah, Aidan Hutchinson, Brian Branch, etc. Et en attaque, bah, tu as un quarterback gestionnaire, comme on l'a dit, et tu as des receveurs qui ont une belle marge de progression comme Amon-Ra St. Brown. Josh Reynolds, c'est toujours le go-to guy de Jared Goff, que Mm. ce soit aux Rams ou à Détroit. Mais il y a le retour de Jameson Williams, peut-être pour les semaines suivantes, qui va peut-être faire du bien et donner une cible plus en profondeur à Jared Goff. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, il y a des belles choses du côté de Détroit. On va en reparler dans quelques minutes avec notre invité Benjamin Bernard. Ça fait un petit teasing. C'est une émission 100% Détroit, hein, quasiment. Ouais, bah, tu vois la casquette Mais et oui, tout. voilà. Alors, c'est un mix Ouais, un peu étrange parce qu'on voit une casquette de Détroit, on voit un t-shirt de ouais, notre équipe. ouais, c'est ça. Mais très bien. On sent qu'il y a une volonté de représenter tout en étant dans le thème. C'est Oui, tout à fait louable. c'est ça. C'est tout à fait louable. Merci beaucoup, en tout cas, Nitinia. On te retrouve, c'est qui samedi prochain sur la Fantasy? Bah, je pense que c'est toujours moi. Alors après, je sais pas qui va m'accompagner, mais on va réfléchir déjà. On va regarder les matchs de cette semaine. Et puis ensuite, on verra quel thème on va prendre. Peut-être plus un running back ou un receveur pour la prochaine semaine. Très bien. Eh bien, écoute, merci Hmm. encore, Nitinia. On te dit à bientôt sur le podcast TDA. Et merci pour ce débrief du match entre les Lions et les Packers. Merci Alain. À bientôt. Bon, Hop, alors j'ai coupé Nitinia au moment où il a dû dire bon match ou bonne soirée, quelque chose comme ça. Merci à Nitinia en tout cas d'avoir été avec nous pour ce débrief. On a quelques instants de battement avant l'arrivée de notre invité et on va ensuite parler avec lui, avec Benjamin Bernard, donc de Beansport qui va nous rejoindre. Bah regardez ça, je dis son nom et bim il apparaît sur mon écran à gauche. Petite remarque à Gab Digger.
sur le chat qui nous demandait si les Smart TV sont mis à jour pour suivre le match sur 6play. Pour l'instant, c'est toujours Apple TV, Android TV et... il y en a un qui m'échappe. Apple TV, Android TV et... Ah, Fire Stick, voilà, excusez-moi, il y a tellement de plateformes maintenant. Donc c'est encore en attente pour tout ce qui est Samsung, LG, des choses comme ça. Voilà, voilà pour le point, et évidemment, Bills, Dolphins. De rien, Gab Jigger pour la réponse. On va accueillir notre invité tout de suite sur le forum. Ah, alors, on le voit apparaître. Hop là, bonjour Benjamin. Messieurs, Alain, bien le bonjour. Eh bien, comment ça va? Bah, ça va bien, écoute, ça prépare de manière intense puisqu'il y a 9 matchs qui arrivent à 19h, donc quand il faut préparer 9 matchs, ça fait un peu de taf. Alors, un peu de contexte, Benjamin, on voit que tu es dans une salle, ça ressemble pas à une pièce classique, c'est une cabine de commentaires de ce que je vois. Mais c'est la fameuse cabine 5, pour ceux D'accord. qui suivent un peu la NFL, la NBA, etc. sur Bein, avec un écran derrière là, qui peut être allumé, dans lequel on peut mettre des images, etc. Je peux te faire un petit tour rapide. La visite. Voilà. De l'autre côté, les écrans. Ça surprend souvent les gens parce que les gens n'imaginent pas qu'en fait, on commente nous sur des écrans qui sont 10 fois plus petits que ce que eux ils ont chez eux dans leur canapé. Les écrans, ils sont comme ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. À 6play, nous, on en a un seul au milieu, juste sous la caméra. Donc, je crois que ça doit être 24 pouces ou un truc comme ça. C'est ça. Donc Et oui, des fois, on voit pas certains trucs que vous voyez dans votre canapé parce que y a un peu moins de détails. Ouais, c'est pas tout à fait le même niveau. Bon, merci beaucoup Benjamin d'être avec nous. En tout cas, ça fait très plaisir de t'avoir. C'est ce que je disais à nos auditeurs juste avant que tu arrives. En fait, ça s'est fait parce que tu es venu au Hard Rock Café à la rentrée, juste avant les premiers matchs. Et tu nous as dit, le traitement des Lions sur TDA, c'est pas tout à fait ce qui te convient. Bah, je vous ai entendu parler d'eux quand vous avez fait vos previews et tout. Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de critiques. Personne ne les voyait. Enfin, à un moment donné, de là à dire qu'ils étaient favoris de la division avant la saison, ok, je peux comprendre qu'on se pose des questions, c'est les Lions, ça restera les Lions, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui voyait plein d'autres équipes avant les Lions, et ouais, ça me dérange un peu. Bon, alors, 3 victoires, 1 défaite, pour l'instant ils ont remis les pendules à l'heure. Est-ce que tu es satisfait du début de saison? Oui, satisfait, oui. Tu m'aurais dit ça après les 2 premiers matchs, je t'aurais dit, même si j'avais tablé sur un 1-1 après les 2 premières semaines, je ne le voyais pas forcément dans ce sens-là, et je trouvais ça très dommage de gagner à KC pour ensuite perdre à la maison contre Seattle. Mais en même temps, bon, Seattle, de toute façon, c'est notre bête noire depuis des années et des années. La dernière fois qu'on a fait une wildcard, c'est eux qui nous sortent. L'an dernier, c'est eux qui nous privent des playoffs. Bref, on n'aime pas Seattle. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est comme ça. Là, maintenant que les 2 matchs d'après sont passés, que clairement la défense a step up, et quand je vois le contenu du match de jeudi, que j'ai eu le plaisir, la chance de commenter, même s'il y a eu ce petit trou d'air, troisième, début de quatrième carton, ouais, je suis satisfait. Évidemment, on n'est pas arrivé, mais 3-1, c'est bien. Alors, on va faire un point un peu global avec toi, Benjamin, sur le début de saison des Lions. On va poser des questions très simples qui vont nous permettre de définir si on est oui ou non face à une grande équipe, d'accord? La première question quand on parle d'une grande équipe NFL, c'est est-ce qu'il y a un grand quarterback? Est-ce que les Lions ont un grand quarterback? J'essaie de te mettre à l'image les stats de Jared Goff, voilà. Est-ce que les Lions ont un grand quarterback avec Jared Goff? J'ai envie de répondre oui, mais non. C'est pas un grand quarterback en lui-même, mais c'est un grand quarterback dans ce système-là avec ce coordinateur offensif qui est Ben Johnson. Je pense qu'il a complètement cerné le personnage, comment l'utiliser, limiter les erreurs qui étaient très nombreuses avant. Bon, il y a quand même eu un pic sur chacun des 3 derniers matchs, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà. Quand je vois, pour reprendre le match de jeudi, se faire pic sur le 3e snap du match et être capable de faire ce qu'il a fait derrière en première mi-temps. Alors oui, la O-line est bonne, mais il manquait quand même quelques joueurs, etc. C'est un grand quarterback dans ce système-là avec ce coordinateur offensif-là. C'est vrai que l'an dernier, 29 touchdowns, 7 interceptions. Cette année, 6-3, ça reste, c'est très très solide. On va dire qu'à minima, c'est peut-être pas une superstar, mais est-ce que ça suffit pour aller chercher un titre si tu as une équipe solide autour? Ça suffit pour aller chercher un titre de division. Ça suffit pour gagner peut-être 1 ou 2 matchs de playoff. Plus, j'ai quand même un doute. Il y est déjà allé et il n'avait pas spécialement été à la hauteur de l'événement. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir raison garder. C'est ce que j'allais dire. On revient un peu au final à ce qu'il a connu avec les Rams, c'est-à-dire qu'il était très très bien entouré. Il peut aller à un Super Bowl, mais c'est vrai que c'est dur d'aller chercher un match. Ça fait penser un peu à Jimmy Garoppolo avec les 49ers à une époque. Un peu. Il y a un peu de ça, clairement, même si Garoppolo, ça a très souvent été up, down, up, down, up, down.
Là, si on prend quand même les performances de Goff sur la deuxième moitié de saison dernière et ce début de saison, même si oui, il y a eu des erreurs, il y a quand même eu la série de 330 et quelques passes de suite sans aucun pic, qui était, je crois, la troisième meilleure de l'histoire, ce qui n'est pas rien non plus. Et ça montre que ça matche bien vraiment, que toutes les pièces mises côte à côte matchent bien. Donc, bon QB, très bon QB pour ce système-là. Ouais, j'allais dire, il y a Boomer sur le chat qui nous dit il est meilleur que Garoppolo ou Carr. C'est vrai que mine de rien, il est plus solide que Garoppolo, il est devenu plus régulier. Hein. Aujourd'hui, si on me demande lequel des trois je prends Jared Goff. On m'aurait posé la question il y a un peu plus d'un an, au début de la saison dernière. J'aurais mis Jared Goff à la poubelle en dernier direct. Oui. Mais il m'a prouvé que j'étais un hater, pas dans le bon sens du terme et pas pour les bonnes raisons. Donc je fais amende honorable. Et monsieur Jared, si tu m'écoutes. Et alors, j'ai plus l'âge des deux autres en tête, mais il a 28 ans, donc à mon avis, c'est le plus jeune en plus. Hein. Et pour l'instant, il est sur un contrat qui n'est pas trop cher. Alors, je serai le front office des Lions. J'essaierai de négocier une prolongation s'ils veulent vraiment le garder rapidement. Parce que s'il continue à jouer comme ça et qu'il y a des résultats, le contrat, il va, vu les derniers qui ont été signés. Ouais. Il y a Fabien Aubard sur le chat qui nous dit c'est fou, je découvre cette année qu'il y a des fans des Lions en France. C'est vrai que tout est possible. Tu es un des rares représentants publics, on va dire. Ils t'ont pas approché pour un rôle d'ambassadeur ou quelque chose comme ça? Non, mais là aussi, si jamais ils sont sur Twitch et qu'ils regardent, je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux faire des OP, récupérer quelques maillots, aller faire un petit tour au Ford Field avec grand plaisir. Ils étaient venus en Europe il y a quelques temps. Non, ils sont pas dans le programme cette année, mais ils étaient venus il y a pas ils si longtemps que ça. Ils sont venus une ou deux fois à Londres, je crois. Ils sont venus au moins une fois, ça c'est sûr. Mais... la question était posée sur le chat de Guigui Twig notamment, qui demandait ce que tu penses de Dan Campbell. C'était ma question suivante. Pour avoir une bonne équipe et avoir un prétendant, il faut avoir un bon coach. Dan Campbell est-il un bon coach? Bilan de 20 victoires pour 29 défaites. Pour l'instant, il reste dans le négatif parce qu'il y a une première saison qui est évidemment très très difficile. Mais est-ce que tu crois en Dan Campbell? On va le formuler comme ça. Alors, moi, j'ai une vraie relation love-hate avec Dan Campbell. Love parce que j'adore ce qu'il a amené et s'il m'a beaucoup fait rire, presque un peu jaune avec sa fameuse déclaration de conférence de presse d'introduction, on va péter des rotules, tout ça et tout, je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va encore une fois, avec qui est-ce qu'on est parti? Et force est de constater que cette mentalité-là, ce côté grit, comme on l'a beaucoup vu dans le Hard Knocks l'an dernier, il a su l'amener à une franchise qui n'était pas du tout de ce genre-là depuis très longtemps. Il a su faire passer le message auprès de tous les membres du staff, auprès de tous les joueurs. Et je me souviens très bien d'un discours justement dans le Hard Knocks de l'an dernier où il avait fait cette espèce de geste là comme ça. On va monter en pente ascendante, on va encore galérer, on va encore perdre des matchs, mais l'important ça va être la courbe de progression et où est-ce qu'on veut aller. Et tout ça, clairement, quand on regarde les choses aujourd'hui, quand on regarde l'effectif, comment il a été construit, évidemment il n'est pas seul, mais comment il a été construit, quelles sont les pièces qui sont en place, quelle est l'évolution au-delà des résultats, de la prestation aussi, match après match, etc. Il n'a pas menti. Et pour l'instant, on ne peut pas lui enlever qu'il a fait des Lions peut-être une des équipes must-watch de ce début de saison, ce qui n'a pas été le cas là aussi depuis des décennies et des décennies. Même quand il y avait des résultats à peu près corrects avec Stafford et Calvin Johnson, les Lions, n'étaient pas entre guillemets un peu America's Team, l'équipe que tout le monde a envie de voir jouer parce que c'est toujours sympa, il se passe plein de trucs des deux côtés du terrain et tout. Maintenant, il a pour moi des limitations, et peut-être que là aussi je me trompe, et s'il faut, je ferai amende honorable, mais genre sur les quatrièmes tentatives, alors il s'est heureusement calmé du côté de Green Bay, et celle qu'il a pris à la fin et qu'il a joué pour gagner le match a été parfaitement exécutée, mais ce côté go for it à chaque fois, jouer les quatrièmes et tout, oui, par moments ça paye, et genre à Kansas City, peut-être que le fake punt, il change le match, mais typiquement sur le match de Seattle, tu dois avoir des points en plus si tu prends les field goals quand tu peux les prendre, qui font que tu te retrouves peut-être pas dans cette situation à la fin du match. Donc, il a tendance, j'ai l'impression quand même, à un petit peu plus réfléchir et pas forcément systématiquement y aller. Oui, il y a une tendance générale en NFL où on voit beaucoup plus de quatrième tentés qu'avant, mais je pense qu'il va devoir apprendre à être encore un peu plus pragmatique s'il veut être le head coach parfait qui peut viser plus que les playoffs. Pour l'instant, objectif playoffs, s'il veut aller viser encore plus haut, un peu comme Jared Goff, il y a encore quelques petits trucs qui doivent changer pour qu'on puisse dire légitimement Super Bowl contender. Et s'ils y vont, ils auront une chance. Ça commence par lui. Maintenant, encore une fois, il est tellement écouté, j'ai l'impression, et tellement respecté par tout le monde. J'ai pas entendu depuis qu'il est là un mot plus haut que l'autre d'un joueur, d'un coach, d'un machin sur lui. Tu as vraiment l'impression qu'il emmène tout le monde avec lui. Et Ben Johnson est entre autres resté, alors qu'il avait quand même 2 voire 3 propositions de head coach pour continuer l'aventure avec Dan Campbell. Donc j'ai quand même tendance à répondre plutôt oui, c'est un grand coach.
Il y a plusieurs styles de coach NFL. J'ai l'impression que Dan Campbell, il rentre vraiment dans la case des motivateurs. C'est-à-dire que c'est pas un technicien à la Sean McVay, à C'est la pas un mastermind, on est voilà, d'accord. Mike McDaniel, etc. Il n'est pas du tout dans cette case-là. Comme tu le dis, il y avait eu cette conf de presse très, en effet, caricaturale du coach US qui se tape sur le torse et qui dit qu'ils vont casser la tronche à tout le monde. Mais ça a l'air de marcher. C'est vrai qu'il a donné une identité à ses Lions. On parlait dans le compte-rendu du match tout à l'heure avec Nitinia du fait qu'ils avaient par exemple largement dominé Green Bay dans les tranchées. C'est ça leur identité actuelle en fait? Bah, clairement, c'est ça aussi, c'est un des gros changements pour moi, c'est que historiquement, on peut pas dire que ni la O-line ni la D-line étaient dominantes sur Mm. les 20-30 dernières années. Beaucoup de gens disent, et moi je suis le premier à le penser aussi, que pour gagner un match de foot, ça commence dans les tranchées, comme tu dis, et sur les deux lignes. Et là, bah, on a, je pense, si tout le monde est là, imaginons qu'il n'y a pas de blessés, si tout le monde est là, je pense qu'on peut dire, sans qu'il y ait forcément de débat, qu'on a une O-line qui est top 5 NFL et qu'on a une D-line qui, si elle ne l'est pas encore, a un vrai potentiel top 10 NFL. Ça... Quand tu pars de ça, franchement, il y a un vrai truc qui fait que tu as des arguments solides de base et derrière, tu n'as plus qu'à laisser jouer tes playmakers Mm. pour arriver à avoir le résultat que tu comptes avoir. Donc, ces deux lignes-là, moi, elles me font extrêmement plaisir. Ce que j'ai vu sur la première mi-temps à Green Bay jeudi, où j'en parlais tout à l'heure avec Lionel, avec Phil, etc., qui sont en train de commenter le match de Londres, j'ai pas souvenir sur les 10-15 dernières années d'avoir vu deux lignes aussi dominantes en même temps sur une mi-temps de la part des Lions parce que d'un côté, franchement, la protection elle était top alors que Decker était pas à 100%, que Vaitai est pas là. De l'autre côté, ils ont martyrisé Jordan Love toute la première mi-temps. Tu avais l'impression que ce soit Hutchinson, McNeil, Bugs, Harris, que de toute façon, il y en a un qui allait arriver à destination à tout moment. Et rien que pour ça, bah, ça me donne encore plus envie d'y croire et de me dire que Campbell, comme tu dis, c'est un mec qui est là pour motiver. Alors oui, qui prend aussi des décisions et tout, mais qui a su s'entourer parfaitement parce que quand on parle de mastermind, lui, c'en est pas un, Mm. mais Ben Johnson, c'en est un. Mm. Ben Johnson, c'est cette nouvelle vague de génie où tu as l'impression que les mecs, ils ont toujours un coup d'avance. Et donc, si tu mets les différents trucs côte à côte, tu arrives à avoir un peu ce combo global de tout ce dont tu as besoin pour avancer. Tu parlais d'équipe à voir, il faut le dire aussi en aparté, alors peut-être que tout le monde n'a pas connu ça, mais il faut lui reconnaître qu'il est un poil plus charismatique que Jim Caldwell. Tu parlais de l'époque Stafford de Calvin Johnson, c'est sûr qu'on a un peu plus envie de regarder Dan Un Campbell poil que... plus et un baobab plus que Matt Patricia aussi, ouais. Oui aussi, j'avais oublié Matt Patricia. Donc on Mais a on un... l'a pas oublié. Non, c'est vrai. On a un bon coach, on a un quarterback solide. Est-ce qu'on a une bonne direction? Là, je voulais attirer ton attention sur quelque chose quand même. Et tu l'as mentionné, tu as parlé de la ligne défensive en devenir. J'ai l'impression qu'on draft très très bien du côté de Détroit depuis quelques temps. Alors, il y a eu quelques débats autour de leur dernière draft parce que c'était beaucoup de joueurs qui étaient considérés comme pas avec un plafond très élevé, mais voilà, des bons joueurs d'entrée qui seraient peut-être plus limités sur le long terme. Le fait est que pour l'instant, Jahmyr Gibbs est à la limite celui qu'on voit le moins, mais Jack Campbell, Sam Laporta a été très très bon. Brian Branch a été bon avant de se blesser, notamment la dernière fois. Si on regarde la draft précédente, Aidan Hutchinson, c'est évidemment du très très bon. Penny Sewell l'année d'avant. C'est aussi ça peut-être qui a changé. Il draft très très bien depuis 3 ans. On a un GM enfin à la hauteur de ce qu'il faut pour construire correctement son équipe. C'est-à-dire que avant cette année, on allait peu chercher parce qu'on était aussi peu attractif, il faut être réaliste sur le marché de la free agency. Brad Holmes a fait son taf. Il a l'air de drafter très bien et pourtant, malgré tout, j'ai été le premier quand on a fait la draft en live le premier tour au mois d'avril dernier à être très sceptique sur ses choix. Mais si on regarde celle de l'an dernier, à un moment donné, n'oublions pas que les Jags ont pris Trevon Walker. Merci Jacksonville. S'il y a des fans des Jags qui sont là, merci vraiment, merci, merci. On a gardé le gamin de la maison et plus ça va, plus je le vois et plus je me dis ce mec peut devenir un monstre absolu pour les 10 prochaines années. Et surtout, les drafts, elles se gagnent rarement au premier ou au deuxième tour, elles se gagnent beaucoup plus à partir du 4-5 et au-delà. L'an dernier, on a vu l'explosion quand même de James Houston sur la deuxième partie de saison, qui malheureusement là est blessé, mais qui a été monstrueux sur la deuxième partie de saison l'an dernier. Malcolm Rodriguez, qui était devenu Rodrigo le chouchou dans Hard Knocks et qui a fait une bête de saison aussi avec un nombre de plaquages pour perte incalculable. Et là, sur cette draft-là, j'entends beaucoup de bien de Colby Sorsdal qui a été pris en fin de draft aussi et qui a priori clairement est vraiment apprécié du coaching staff. Broderick Martin pour l'instant joue pas ou peu, mais a priori ils disent aussi beaucoup de bonnes choses de lui et sur les mecs qui sont pris sur les 2 premiers tours parce qu'en plus il a su faire des trades pour obtenir 4 choix quand même sur les 2 premiers tours.
Jahmyr Gibbs, il a montré qu'il avait un potentiel incroyable, même si je continue à dire et à penser que Gibbs, Campbell, voire Laporta sont des reach. Ils sont partis probablement plus haut qu'ils auraient dû, mais Gibbs, il fait ce que personne jusque-là n'a su faire en prenant des running backs aussi haut sur ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont mis Montgomery qui a pris la place de Williams. Montgomery performe. On ne suruse certainement pas Gibbs, ce qui veut dire que plus la saison va avancer, et plus Gibbs, potentiellement, on aura encore dans le moteur au lieu de le cramer direct, comme ont pu faire, j'en sais rien, les Steelers avec Najee Harris sur sa première saison ou ce genre de choses. Moi, je ne suis pas choqué du tout et pas gêné du tout. Tant que ça gagne et que ça marche et qu'on continue à grappiller des matchs à 140, 150, 160 yards au sol, peu importe l'usage des deux running backs, si ça marche, Gibbs, c'est pas grave. Il vient d'arriver, c'est un gamin, il va apprendre, il sera encore meilleur, il voit le game flow, tout ça. Campbell, il fait le taf. C'est pas flamboyant, mais il fait le taf. Peut-être que certains disent qu'effectivement, il n'a pas un potentiel maximum ultra élevé, mais s'il rentre dans le système avec Rodriguez et d'autres, bon, ok, ce sera peut-être un peu cher payé, mais d'entrée, il est productif. Sam Laporta, je ne sais pas si ce qu'ils ont trouvé à Iowa avec les tight ends depuis des années, mais quasiment tous les ans, ils nous sortent un tight end de fou. Et ce qu'il fait sur les premiers matchs, au niveau des réceptions, parce que c'est le plus visible, mais aussi au niveau des blocs, il nous fait notamment 2-3 blocs qui amènent des touchdowns à la course sur les premiers matchs où le mec, tu ne le bouges pas d'un centimètre, il est parfait, pas de holding, rien. Et Dion Branch qui, clairement, là, pour l'instant, même si on voit que physiquement, ça a l'air d'être toujours un peu limite, peut être un des vrais styles de la draft parce qu'il montre que ceux qui l'envoyaient au premier tour avaient peut-être raison. Le mec, il est plus qu'NFL ready. C'est un punisher. Chaque plaquage, tu as l'impression qu'il va détruire l'adversaire. Il est rarement battu. Donc, il y a un GM, là, pour le coup, qui, oui, je pense, sur les 2-3 dernières saisons, entre free agency et draft, c'est peut-être un des 5 meilleurs GM de la NFL, parce qu'en plus de ça, comme j'ai dit, il n'était pas aidé jusque-là par le fait que Détroit, tu n'avais pas trop envie d'aller à Détroit, entre la ville, qui n'est pas la plus sexy des États-Unis, en termes de ville, de climat, de ce que tu veux, et la franchise qui est la franchise de la loose, il fallait vouloir y aller. Et quand tu vois que tu signes à la dernière intersaison du CJ Gardner-Johnson, du David Montgomery, du Cameron Sutton, du Emmanuel Mosley, d'une, il identifie bien les problèmes et il essaye bien de les régler, et de deux, les mecs commencent à avoir envie de venir à Détroit. Si tu vas en playoff cette année, et que tu gères bien ta masse salariale et tout, on est loin d'être dans la galère, bloqué avec des très gros contrats et tout, je pense que tu peux encore aller chercher 2-3 gros free agents pour la saison prochaine, notamment défensivement au niveau de la D-line ou des linebackers. Et là, tu peux devenir une vraie powerhouse avec beaucoup de jeunes joueurs qui dit on n'est pas là pour un an, mais on est là pour rester 2, 3, 4 ans. Donc, rien à dire. Ça proteste dans le chat. Il y a les Jets qui réclament le titre de franchise de la loose. Hein. Je tiens à faire les. Il y en a beaucoup qui le cherchent. Les Jets, les Browns. Il y a match. Il y a match. Il y a match, tu vois. Il y a match, mais on a quand même une vraie étiquette de loser qui est collée comme ça. Depuis, ça fait quand même un moment clairement. Donc on le disait, bon GM, il y a des tauliers quand même potentiels de partout. Laporta, Sewell, Ragno, Hutchinson qui ont été draftés. Goff maintenant avec de l'expérience. Donc ça aussi c'est un point positif à mettre au crédit de Détroit. Un autre paramètre qui me semble important quand même quand on veut avoir du succès et durer un petit peu, c'est d'avoir une division qu'on peut dominer. Les Patriots l'ont montré pendant des années. C'est pas toujours facile de s'en tirer quand on a des divisions un peu serrées. Et j'ai l'impression que Détroit là tombe aussi dans une très très bonne fenêtre. On a les Vikings qui sont un peu en train de s'effondrer. On a les Packers qui sont en transition. Et on a les Bears qui n'arrivent pas à redécoller. Est-ce que ça aussi, c'est quand même indirectement quelque chose qui favorise Détroit ? Ah bah plus que indirectement, même directement. Enfin, on en avait parlé d'ailleurs entre nous au truc à votre soirée de rentrée au Hard Rock Café. Quand je disais que les Lions étaient favoris de la division, c'était aussi pour moi parce que clairement, c'est presque l'année où jamais, je ne sais pas comment évoluera cette équipe et j'espère qu'elle évoluera bien, mais c'est l'année où jamais parce que je pense que ça fait très longtemps que la NFC Nord, ça n'a pas été aussi faible que ça, entre guillemets. Je la plaçais même potentiellement comme une des divisions les plus faibles de la ligue, complètement, NFC et FC confondus, avant le début de la saison. Donc, parce que, voilà, tu l'as dit, Aaron Rodgers c'est parti, donc les Packers, on les met plus du tout dans le même lot, et il y a une petite reconstruction qui est en cours aussi. Les Vikings, je suis peut-être dur avec eux, mais à un moment, il ne faut pas se leurrer, tu ne gagnes pas autant de matchs par une possession sans avoir un minimum de réussite l'an dernier. Et malheureusement pour eux, cette réussite, elle est complètement inversée depuis le début de la saison. Ça a encore été à chaque fois une possession, mais ils les ont tous perdus. Et les Bears, ça reconstruit, mais on se demande toujours ce qu'ils ont utilisé comme matériel pour mettre les fondations, parce que
c'est un petit peu compliqué. Donc oui, s'il y a bien une année où tu peux aller la chercher et surtout où tu peux commencer, entre guillemets, à t'installer comme le patron de la division et avoir ce petit truc en plus qu'avaient les Packers depuis plus de 10 ans, où mine de rien, même quand sur le papier tout semblait à peu près fair and square, bah, les mecs jouaient contre les Packers en se disant c'est quand même eux les ogres de la division et ça leur donnait toujours un petit truc, un petit avantage en plus, un petit coup de pouce arbitral, tu vois, plein de petits détails qui font que ils étaient considérés comme les papas de la division et c'est comme un roughing de passeur sur Tom Brady, il y a toujours un petit truc en plus. Voilà. Et si tu la gagnes cette division et qu'avec un peu de chance tu la gagnes aussi avec autorité cette saison en étant assez largement devant tout du long, en gagnant la plupart, voire tous tes matchs de division, tu peux prendre ce statut et ça peut te servir aussi pour la suite. Donc oui, clairement, la division est beaucoup plus faible cette année. Il faut s'en servir et il faut en profiter parce que si tu laisses passer la fenêtre, c'est comme une fenêtre quand tu es prétendant au Super Bowl, elle dure jamais très longtemps. À quelques exceptions près, elle dure jamais très longtemps. Donc il faut clairement la saisir. On voit le calendrier à l'écran, les Buccaneers, les Ravens, les Raiders qui se reposeront en semaine 9. Là déjà, les 3 suivants sont dans leur corde. Derrière, Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Broncos, Vikings, Cowboys et Vikings. Il y a peu de matchs où ils seront outsiders. J'ai envie de dire que si tu regardes, peut-être Cowboys, on va dire, et puis derrière, ils sont Non, dans l'état actuel des choses, je suis d'accord plutôt avec toi. favoris. Le calendrier était compliqué l'année dernière. Il l'est beaucoup moins sur le papier cette année, notamment quand on regarde les trucs des Américains, alors strength of schedule, etc. Le seul truc qui est un peu compliqué, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une difficulté pour eux, c'est que je trouve les matchs en déplacement, au-delà de la division, beaucoup plus durs à négocier que les matchs à domicile. C'est-à-dire qu'on a plutôt des adversaires du calibre en dessous à la maison et calibre égal, voire calibre supérieur en déplacement. Ce qui aide pas, si tu mets l'inverse, tu peux pondérer avec ton avantage du terrain, etc. Mais on va dire que dans le pire des cas, tu dois finir cette saison à 9-10 victoires si tu tiens ton standing et tu peux monter à aller 13 si vraiment tout se passe très bien. C'est vrai que Baltimore, c'est jamais facile là-bas. Les Saints, c'est jamais facile à la Nouvelle-Orléans. Les Chargers, bon, on va dire que même Détroit peut avoir plus de supporters là-bas. Hein, ça doit C'est pouvoir pas se faux. trouver. D'ailleurs, on a quand même beaucoup de supporters, Bah ouais, que ce ouais. soit à Arrowhead ou au Lambeau Field. On a vu beaucoup d'Honolulu Blue dans les tribunes quand Non, même. non, c'est vrai que ça reste. Il y a quand même l'époque Barry Sanders. Je voyais passer sur le chat, il y avait des fans de l'époque Barry Sanders. Donc ça semble être un calendrier plutôt abordable. Il faut qu'on arrive à trancher maintenant. On arrive dans la red zone justement pour nous, Benjamin. Donc, jusqu'où vont les Lions cette année? T'as dit 9-10 victoires. C'est quoi le prono? Moi, j'ai envie d'être optimiste, moi qui suis plutôt d'un naturel pessimiste avec mes différentes équipes sportives qui sont pas toutes des équipes très titrées. J'ai envie de croire à minima au Divisional Round. Voilà. Honnêtement, Conference Championship, je signe tous les jours et même si sur le moment, s'il y a une défaite, j'aurai les boules comme pas possible parce qu'on se dit on est à ça. Si jamais il y a finale de conférence, déjà c'est un miracle et vraiment, il y a encore quelques années de ça, je me disais jamais de ma vie je verrai les Lions de toute façon aller là. Mais si déjà il y a Divisional Round, c'est bien. Mais donc Voilà. là, ça veut dire que la division, c'est bon. Titre de division. Titre de division, Divisional Round. Selon le bilan, après avoir, je pense pas que tu puisses être en bail. Donc tu t'accueilles une wildcard, tu gagnes ta wildcard et tu perds à l'extérieur du Divisional Round. Plus globalement, tu disais que c'était une franchise un peu maudite, et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit les coachs, que ce soit même la retraite prématurée de Calvin Johnson, qui rappelait un peu celle de Barry Sanders, ce genre de choses-là. Est-ce que maintenant, après tout ce qu'on a listé, c'est-à-dire le coach, le quarterback, la direction qui drafte mieux, est-ce qu'on peut dire que les Lions sont une équipe sérieuse? Parce que rien que ça, en fait, ça paraissait pas gagné il y a quelques années. Oui, complètement. Il y a eu un vrai virage sur les 3 dernières saisons qui a été opéré. La famille Ford a enfin fait des choix judicieux, ce qui n'a pas toujours été, le cas. Et oui, j'ai l'impression, mais même quand tu lis ce qui s'écrit sur les Lions aux États-Unis, quand tu entends ce qui se dit dans les émissions et sur les plateaux télé, etc., dans les podcasts, j'ai l'impression que justement, le côté Lions loser ultime et loser forever, il est un petit peu en train de partir et que les gens commencent à parler des Lions en bien et ont envie de parler des Lions en bien parce qu'en plus, il y a ce côté rafraîchissant qu'on aime aussi tous dans le sport quand tu as une équipe qui historiquement n'est jamais là et d'un seul coup fait partie de celle dont tu parles, celle qui fait partie de celle que tu as envie de regarder, etc. Ça change un peu la façon de raconter l'histoire. Donc oui, je pense que Détroit aujourd'hui, alors après,
on va toujours garder dans un coin de la tête l'historique de la franchise qui fait que tu sais qu'à tout moment ça peut péter, mais au moment où on se parle là, maintenant, tout de suite, oui, ils sont sérieux. Je vais continuer à te pousser un petit peu plus dans l'optimisme. Sur le moyen terme, est-ce qu'ils peuvent s'établir parmi les équipes très solides, voire prétendants en NFC? Si les mêmes personnes restent en place, oui, parce que, a priori, on a l'air d'avoir, comme je disais, un très bon GM. On a un coach qui emmène tout le monde derrière lui. J'espère véritablement que la construction, si jamais ça va en playoff cette année avec Ben Johnson, pourra continuer parce que j'ai très peur qu'ils soient encore très sollicités pour des postes de head coach à la prochaine intersaison. Mais si toutes les pièces restent en place et que les mecs ont vraiment ce truc de se dire on va transformer cette franchise de loser en franchise qui peut prétendre au Super Bowl, voire qui peut même prétendre au titre, l'histoire elle est magnifique. Alors évidemment, c'est pas l'histoire qui remplit le frigo et le porte-monnaie, mais ce serait incroyable que ces mecs se disent tant qu'on n'y est pas arrivé, on reste ensemble et on continue pour aller au bout de ce projet-là. Donc la victoire au Super Bowl, c'est l'an prochain, si je comprends bien. Allez, dans les 3 ans. Dans les 3 ans, mais c'est bien, c'est une belle fenêtre hein, déjà, mine de rien. Ça semble être la fenêtre aussi dans la NFC Nord, clairement, sur le rapport de force actuel. On termine et je te laisse finir avec ça. C'est quoi le scénario de rêve? Il y a quelqu'un qui disait une défaite en divisional contre les Cowboys comme en 2014, ce serait bien. On va dire qu'ils battent les Cowboys en divisional. Qui t'a envie qu'ils battent au Super Bowl cette année dans un scénario de rêve, la saison se passe comme sur des roulettes, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dans un scénario de rêve, il faut qu'on batte les Eagles en finale de conférence pour que je puisse chambrer Laurent Marceline pendant plusieurs mois. Parce qu'on a chaque année un petit bet entre nous. À chaque fois qu'il y a des Lions-Eagles, le perdant doit remplir un gage tout au long de la saison vis-à-vis de l'autre. Donc là, même si c'est en finale de conf, je prends. Et puis, les Chiefs de Peter au Super Bowl. Histoire de faire commencer la saison en battant les Chiefs, finir la saison en battant les Chiefs. Ce serait pas mal, ce serait un petit scénario sympa. Et puis tu joues à l'utile à l'agréable, t'as décidé de battre toute la team Bean en fait, quoi, c'est ça? Ouais, quitte à faire pour pouvoir faire le barbeau un peu derrière, déjà que j'avais fait le malin pendant une semaine, comme je l'ai jamais fait de ma vie vis-à-vis d'eux après la première semaine, et que je suis bien retombé de haut en week 2, donc allons jusqu'au bout. Et ben merci beaucoup Benjamin Bernard. Avec grand plaisir. On te retrouve sur Beansport dans quelques instants. Alors du coup dans 45 quelle minutes. Quelle heure il est? Il est 13. Dans 45 minutes. Voilà. On est dans les timings, t'as le temps de te préparer, on est bon? 9 matchs pour le prix d'un. Bon, ça va, je te relâche à l'heure, on est bien. Ouais, on est bien. Bon, nickel. Merci encore Benjamin et puis bonne chance pour cette saison avec les Lions qui a quand même plutôt bien commencé. On te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et puis la porte est ouverte hein, maintenant que tu connais le chemin. Il n'y a pas de problème, c'était un plaisir. Quand vous voulez, vous avez le numéro. Merci à vous pour l'invite. Merci beaucoup Benjamin, à très bientôt. Bonne fin de journée et bon Red Zone sur Beansport. Merci. Ciao. Merci à Benjamin Bernard d'avoir été avec nous. On lui souhaite un très très bon Red Zone. Il a du boulot hein, là avec les 9 matchs. Ça va être costaud. On va continuer cette émission et merci à vous sur le chat de l'avoir bien accueilli. C'était très sympa. Je voulais dire, ça s'est décidé vraiment comme ça au Hard Rock Café. C'était la première fois qu'on se rencontrait et on a trouvé ça c'était la première fois qu'on se rencontrait, le courant est bien passé, on s'est dit voilà ce serait sympa de t'avoir un jour dans le fauteuil et on était très contents, on espère évidemment qu'on le reverra, j'espère surtout si les Lions vont loin, tiens d'ailleurs, il faudra que je lui repropose ça, si on a des Lions en playoff, il faudra quand même qu'on revoie Benjamin Bernard, en tout cas c'était très très sympa, merci à tous, ouais c'est compliqué Reader, je vois sur le chat, alors on va faire un petit point, 23-7, ouais 23-7 et je vois que Wembley est en train de se vider, alors je vais vous demander juste une seconde, regardez ça. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, on est au mois d'octobre. Je suis en t-shirt, mais je meurs de chaleur, donc il fallait que j'ouvre une fenêtre parce que là, sinon, j'étais en train de me liquéfier depuis tout à l'heure. Donc, les Georges Eddy et Jacques Monclar de la NFL se rencontrent, B-Box, c'est gentil. 23-7 donc pour Jacksonville, c'est terminé, je vois le chrono qui tourne, là 32 secondes, 30 secondes, donc visiblement Wade Trevor Lawrence est en train de mettre le genou au sol. Vous allez avoir le résumé de ce match sur le site dans les minutes à venir, c'est notre camarade Nitinia que vous avez vu passer tout à l'heure, qui se colle à ce résumé de match, on le remercie, il va beaucoup aider Nitinia ce soir, il était là dans le fauteuil, il est sur le résumé de ce match là, il sera sur un résumé de match à 19h et sur un résumé de match à 22h, donc il va être
Il va être partout. Il va être partout. Hop, c'est incroyable ce que font les commentateurs de Bean sur le Red Zone au passage. Je vais pas dire tout le truc, mais oui, seul avec 9 matchs et un micro, c'est un exercice difficile. Hein, donc clairement, ils ont beaucoup de mérite. C'est terminé du côté de Wembley. J'allais dire de Jacksonville. Non, c'est Jacksonville qui l'emporte. Et c'est terminé du côté de Wembley, 23-7 pour les Jacksonville Jaguars. Bah, pourquoi Kyle Pitts est si peu utilisé, très Rades. Alors je vais pas vous faire tout le débrief du match parce que entre la prépa de l'émission et l'émission, j'ai pas tout vu, mais bah, il est très peu utilisé parce qu'ils n'ont pas un très bon quarterback pour lui lancer le ballon en fait. Donc voilà, moi j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on s'acharne avec un Desmond Ridder pour le moment, quitte à le remettre sur le banc et à le laisser un peu progresser s'ils y croient vraiment. En plus, c'est un 3e tour, c'est pas un mec sur lequel ils ont misé non plus un 1er tour de draft ou quoi que ce soit. Je comprends pas cet acharnement d'Atlanta. D'autant qu'il y a souvent les jeunes quarterbacks, quand on voit des flashs. C'est-à-dire que Bryce Young, enfin pas Bryce Young, CJ Stroud, pardon, je sais pas pourquoi je les confonds tous les deux cette année. CJ Stroud, on n'a pas eu besoin de 10 000 matchs pour voir des flashs et de voir des choses intéressantes. Desmond Ridder, ça fait 6-7 matchs maintenant. Alors on va pas, encore une fois, je suis pas pour dire qu'on met de côté un joueur après 6-7 matchs, mais on voit rien pour l'instant. On ne voit vraiment rien, donc j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi on s'acharne. D'autant que tu as un quarterback moyen médiocre avec Tyler Heinicke sur le banc, mais aujourd'hui Tyler Heinicke, ça reste mieux malheureusement pour eux que Desmond Ridder. Donc voilà. Bonjour à Dallas, c'est Jack. Je sens que ça va monter un peu sur le compteur là des viewers parce que vous étiez évidemment certains en train de regarder le match. On ne vous en veut pas, c'est bien normal. Et on vous rappelle que le replay du fauteuil est disponible toujours sur YouTube et il est toujours disponible. Les 2 extraits principaux, c'est-à-dire le débrief du match et l'invité, sont disponibles en podcast. Et en podcast, tac, voilà. Donc le thème du quiz, c'est les Lions. Je vous donne voilà. La punition de prendre un running back au lieu d'un quarterback au premier tour, dit Mbappé. Ouais, je sais pas si on en est là, mais on est. Oui, non, mais Bijan Robinson, il est très bon. Hein, c'est pas le problème, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que bon, c'est pas. Tu peux avoir tous les running backs du monde, quoi. Au bout d'un moment, si t'as pas de quarterback, ça reste la NFL, quoi. Donc c'est rédhibitoire. Faut continuer avec 6 plays pour avoir d'aussi belles affiches chaque semaine d'Adegan. Bah écoute, c'est pas mal. Je remets le message sur le chat parce que y en a qui arrivent. Le match de ce soir, évidemment, sur 6 plays, Bills contre Dolphins avec Lucas Vola et Grégory Richard. Je suis un peu jaloux. Excusez-moi, mais il fait très chaud. Je suis un peu jaloux de Lucas et Grégory. J'aurais bien aimé le commenter celui-là. Ouais. Non, mais après, moi j'en aurais d'autres. Mais non, c'est un beau match. C'est un beau match. Après, en vrai, je suis pas totalement jaloux parce que on s'était ambiancé de fou sur le Chiefs Jaguars avec Greg et il avait pas été dingue. Donc bon, je leur souhaite que celui-là soit meilleur que le Chiefs Jaguars. On va donc continuer cette émission. Il nous reste 40 minutes avant le coup d'envoi justement de ces magnifiques Bills Dolphins. C'est bien qu'ils soient à 19h quand même, mine de rien, pour avoir des matchs comme ça à découvrir. Et quelqu'un disait dans le chat pendant notre segment invité tout à l'heure, quelqu'un disait dans le chat que c'était pas pratique ces matchs de Londres en même temps que le fauteuil ou inversement le fauteuil en même temps que le match de Londres. Pour être très honnête, la question se pose, se pose évidemment à chaque fois pour moi de savoir comment je programme le fauteuil, etc. Le problème, c'est que c'est très compliqué et je suis obligé entre guillemets de me mettre face à ces matchs de Londres parce que c'est encore plus compliqué logistiquement de le déplacer. Je sais pas si on aurait plus ou moins de monde. Je suis pas sûr qu'en le faisant à 14h ce serait très bon un dimanche, surtout comme il fait beau comme ça. Vous pouvez être dehors en train de profiter du dimanche, de votre famille, du sport, etc. Donc on reste là-dessus. On sait qu'il y a les replays qui sont disponibles sur YouTube, etc. Et que ces émissions-là marcheront peut-être mieux en replay qu'en direct à cause des matchs de Londres qu'on nous met en face, mais c'est une problématique. De la même manière, ce sera une problématique, et je peux vous le dire, pour le 24 décembre et le 31 décembre, le fauteuil, ça va être une vraie problématique, parce que déjà, je pense que le 24 au soir, vous aurez la plupart du temps autre chose à faire. Le 31, c'est possible aussi, même s'il y aura des matchs. Et surtout, il y aura une double problématique, mine de rien, c'est qu'il y aura des matchs à commenter, normalement, si tout va bien, chez M6. Et donc, je serai dessus.
Et je suis pas sûr d'avoir quelqu'un de disponible pour me remplacer pour le fauteuil un 24 décembre. Donc je pense que ceux du 24 décembre et du 31, il y a des chances qu'ils soient déplacés à un autre jour. Peut-être le vendredi soir, mais c'est à confirmer. Pas le lundi, parce que le lundi on enregistre le podcast. Donc voilà, on peut pas tout bousculer, mais je pense que plutôt que d'être reculé, il serait avancé. Ça reste une émission d'avant-match, pas de débrief. On a déjà des podcasts de débrief. Donc voilà, le 5 novembre, Chiefs Dolphins. Mais de toute façon, tous les matchs sont à 15h30. Il y a encore 2 matchs à Tottenham les 2 semaines à venir. Et donc du coup, les matchs de Francfort seront à 15h30 aussi. Donc bon, à chaque fois, on sera en face à face. Mais du coup, oui, je pense que pour ceux du 24 je pense que ceux du 24 et du 31, à mon avis, je vais les avancer au vendredi soir, quelque chose comme un vendredi soir, le vendredi à 19h ou un truc comme ça, pour faire une émission d'avant-match, un peu d'avant week-end de Noël et d'avant week-end de fête, parce que je pense que le 24 au soir, encore une fois, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de monde en fait pour être à la fois à M6 et à la fois sur le fauteuil, etc. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Donc je pense que voilà, ce sera à confirmer, mais n'hésitez pas à faire un retour dans le chat hein, si vous pensez par exemple que le vendredi ça peut être donc 24, donc ça fait dire 23, 22, donc ça ferait le 22 et le 29, quelque chose comme ça. Oui, et après voilà, on peut faire des épisodes spéciaux. Alors je vois des épisodes spéciaux en podcast avec les questions des auditeurs. Après les questions des auditeurs, maintenant on les traite beaucoup dans le fauteuil ici, hein, donc n'hésitez pas à les poser, c'est fait pour ça. Et après, on peut faire un épisode spécial, voilà, on peut faire des Twitch en live, etc. Je le fais le fauteuil, t'inquiète, dit Tarswag. Bah, oui. Non, le vendredi, c'est pas mal. Demande à un rédacteur qui croit pas au Père Noël et qui n'a pas été trop sage cette année. Non, mais alors, vraiment, ça va être une problématique le 24. Je pense que ça va être une vraie problématique parce que même pour les résumés de match, c'est-à-dire que comment dire, entre le résumé, enfin, entre le commentaire à M6, les résumés derrière, etc., j'ai aucune idée de comment je vais faire. Ça va être... Donc clairement, je vais déplacer le fauteuil à un autre moment pour m'enlever ça. Et voilà. Et quelqu'un demande si je fais encore le Noël le 19 cette année. Franchement, je pense que je vais pas faire Noël cette année au rythme où ça va, ni le Nouvel An. Enfin, mais c'est pas grave. Hein. C'est une partie de ma vie sur laquelle à laquelle j'ai renoncé depuis quelques années. Vous vous doutez bien que quand on traite la NFL et à une époque la NBA, la période de Noël et des fêtes. C'est pas particulièrement les vacances. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais pas me plaindre, je descends pas à la mine, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vous accompagnerai pendant votre repas de Noël. Moi, je le ferai un autre jour, je sais pas quand. On offrira un pull de Noël de FootUS. Ouais, c'est ça, voilà, je mettrai un pull de Noël un peu à l'antenne. Même pour le 31, du coup, on va faire le 31 à l'antenne, ça va être incroyable. On va revenir un petit peu à des considérations du soir et à l'actualité quand même, mine de rien, de la semaine. N'hésitez pas à mettre vos questions, on a une dernière demi-heure un peu plus freestyle, on va faire l'actualité du soir pour vous mettre un petit peu dans le bain avant les matchs. Y aura-t-il un live de Thanksgiving ? Non, probablement pas, parce que je crois qu'on y a renoncé déjà l'an dernier. Parce que c'est difficile de gérer, on a quand même des podcasts quasiment quotidiens maintenant, donc c'est difficile de gérer en plus un live de Thanksgiving. Avant on le faisait dans la on le faisait dans la foulée de l'enregistrement de l'émission du jeudi, mais maintenant on l'enregistre plus au même moment, donc c'est compliqué à gérer. Honnêtement, on préfère faire des podcasts propres. Le live de Thanksgiving apportait pas forcément toujours énormément, ou en tout cas c'était un peu freestyle, donc on préfère vous faire des podcasts bien carrés et là-dessus. Donc en tout cas pour l'instant il n'y a pas de live de Thanksgiving prévu, là encore il y a des résumés de matchs à gérer en plus, etc. On rappelle qu'on on fait beaucoup de choses pour une petite structure, donc voilà, on essaye de... Là, vous voyez, on a 2 personnes qui sont à M6 ce soir, plus des absents, plus le fauteuil, plus les résumés de match, etc. Enfin, ça fait pas mal de choses à gérer. Donc voilà, on essaye de voir tout ça. Jimmy Garoppolo est donc forfait. Aidan O'Connell titulaire. Le 24 décembre, il y a un Cardinals-Bears à 22h25. Waouh, dur. Orlin nous dit. Pour ceux que la période de Noël déprime, c'est parfait. Ouais, celle-là, ça fait très très match. Ça fait très très mal quand même. Donc Jimmy Garoppolo est forfait pour le match des Raiders contre les Los Angeles Chargers. C'est Aidan O'Connell. C'est bien, moi j'aime bien quand il y a un rookie qui joue, au moins on apprend des trucs. Donc ça, c'est une actu de cette semaine. J'aimais bien avoir un invité parce qu'il parlait et ça m'évitait de parler trop. J'ai très mal à la gorge, je sais pas dans quel état je vais finir. Je suis en train de regarder et de sortir les joueurs
actifs et inactifs. Et là, je sens voilà, l'onglet qui va partir. Non. Les joueurs actifs et inactifs de ce soir. Skylar Thompson. Jalen Phillips n'est pas là du côté des Dolphins. On n'aura pas Jordan Poyer du côté des Bills. C'est une des grosses absences, mais ça veut dire retour de Damar Hamlin pour la première fois depuis son problème cardiaque sur le terrain. Les Vikings seront sans Lewis Cine, Garrett Bradbury notamment. Les Panthers, retour de Bryce Young notamment. Ils n'auront pas Jonathan Mingo, le receveur qu'ils ont drafté au second tour. Cardinals Bears, c'est le remake du Père Noël est une ordure. Ouais, celui-là il va être dur. En parlant de match dur, Broncos Bears, Broncos sans Justin Simmons, sans Frank Clark, les Bears sans Eddie Jackson, sans Chase Claypool. Chase Claypool, il s'est plaint, ils l'ont désactivé. Ils ont fait, ouais, t'es pas content? Allez, hop. Les Ravens sans Odell Beckham, sans Rashad Bateman, sans Marlon Humphrey, sans Ronnie Stanley. Il y a un problème avec la préparation physique quand même du côté de Baltimore. Je crois qu'il va falloir alléger les entraînements de John Harbaugh. La nouvelle du soir, Deshaun Watson est inactif pour les Browns. Alors, quel est le malchanceux qui va devoir regarder Denver-Chicago, Matt Lindgren? Je crois que c'est moi. Parce qu'on n'a pas grand monde ce soir, donc je vais en regarder plusieurs à la fois pour être très honnête. Denver-Chicago, ouais, c'est pour moi. Denver-Chicago, c'est pour moi en effet. Mais ouais, il nous manque pas mal de monde ce soir, donc je vais devoir en gérer plusieurs à la fois. Oui, Claypool, apparemment, bon, après il n'était pas content. Voilà. Les Steelers sans trop d'absents de marque. Les Texans sans Larry Mitchell toujours. On continue de parcourir évidemment les absents. Les Rams, les Colts avec le retour aussi d'Anthony Richardson, leur quarterback rookie. Les Buccaneers sans Jamel Dean notamment. Les Saints, est-ce qu'on a... Et alors, Derek Carr a l'air d'être actif. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Saints. C'est pour ça que je suis allé voir ça. C'est parce que quelqu'un demandait dans le chat si on avait Derek Carr. Pour l'instant, il n'a pas l'air inactif en tout cas. Du côté des Commanders, on n'a pas d'absent de marque. Les Eagles, ça va aussi. Les Bengals, il manque Hakeem Davis-Gators. Il manque Irv Smith Jr., mais on peut s'en sortir. Will Levis n'est pas actif pour les Titans. Treylon Burks non plus, toujours pas. Peter Skoronski pour la ligne. Le soir, on n'a pas encore les indisponibles. Donc je le disais, on a les indisponibles du soir. Frank Clark, il a signé avec les Broncos pour prendre un slot dans les 53 et pas jouer. Oui, ça c'est sûr que... Bon, le sucre est-il plus solide que Jimmy G? C'est pas très sympa. On va revenir un petit peu sur l'actualité de la semaine aussi. Alors on va revenir sur le jour de match d'abord. Damar Hamlin, je le disais. Derek Carr, donc il était incertain avec ce truc il a progressé. Alors il était touché à l'épaule. Attendez, j'ai un doute, je m'embrouille dans les blessures. L'épaule, c'est de Sean Watson. Carr, c'est l'épaule aussi, non? Bref, donc en tout cas, décision dernier moment pour Deshaun Watson. Finalement, c'est un forfait. Suspense pour Derek Carr. Donc ça pourrait le faire, finalement. Ça pourrait le faire. Ce serait étonnant parce qu'il avait annoncé absent plusieurs semaines après sa blessure de la semaine dernière. Finalement, ça a l'air de pouvoir passer. Donc ça pourrait être pas mal. Du côté du long terme, Kyler Murray, c'est très loin d'un retour visiblement. Von Miller, ça reprend l'entraînement, donc ça c'est plutôt pas mal du côté de Buffalo. Absence dimanche, on l'a dit. Jordan Poyer, Jamel Dean, Corey Lindsey, Andrew Thomas pour les Giants, c'est lundi soir. Zay Jones, Odell Beckham, Rashad Bateman. Donc Zay Jones, il n'a pas joué à Londres. Très incertain, Joey Bosa. Alors on se moquait de la solidité de Jimmy Garoppolo, mais la solidité de Joey Bosa, quelque chose aussi. Austin Ekeler, Derwin James. D'ailleurs, les Chargers, c'est un peu le pendant des Ravens en termes de blessures continuelles. Les incertains, Deebo Samuel, Marquise Brown, Miles Sanders. Incertain Carlton Davis aussi, mais il n'était pas inactif en tout cas. Jamal Agnew n'a pas joué pour les Jaguars. Il devrait jouer. Brandon Ayuk est de retour. Anthony Richardson, Logan Thomas, Bryce Young et David Ojabo est placé sur la liste des blessés. Je vous laisse voir aussi dans le jour de match. Chase Claypool qui n'était pas content, il était désactivé. Et Jamal Adams qui a pensé à la retraite mais qui est de retour ce lundi contre les Giants. Et pour le tour des blessés. Du côté de l'actualité, on a malheureusement eu Chandler Jones qui a été coupé par les Raiders, arrêté vendredi. Chandler Jones, après le non-respect d'une ordonnance d'éloignement, si j'ai bien compris, dans le cadre de violences conjugales. Donc affaire malheureusement très triste. Il a 33 ans. Il n'avait pas joué cette année. Voilà, c'est
dur d'imaginer malheureusement que... Enfin, c'est une triste histoire. Il avait l'air pas très bien en point ces dernières semaines. Il est beaucoup apparu sur les réseaux sociaux dans des vidéos où il avait l'air quand même assez agité. Donc voilà, c'est toujours difficile de savoir ce qui se passe exactement. En tout cas, voilà pour les faits. Je suis pas fan de commenter ce genre de truc-là, mais vous avez les faits. Chandler Jones, donc arrêté puis coupé par les Raiders. Il n'avait pas joué cette saison, donc ça ne change pas grand-chose pour les Raiders sur le plan sportif. Oui, c'est vrai qu'il est de la famille d'un autre sportif de haut niveau. Je vois que sur le chat, ça parle de ça. Oui, mais je connais pas l'autre, pour être honnête. J'ai vu passer le nom de Dorian Thompson. Alors là, je m'embrouille. Dorian Thompson. Je m'embrouille dans les trucs. Je crois que c'est l'âge. Je commence à m'embrouiller dans les noms composés et tout ça. Alors, comment il s'appelle le... Ah, je deviens fou. Le mec qui va remplacer Deshaun Watson. DTR. Dorian Thompson Robinson? Quelque chose comme ça? Je suis fou ou quoi? Dorian Thompson Robinson? Il me manque un truc. Attendez. Deshaun Watson est forfait. Tac, 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 tac. Dorian Thompson Robinson. Voilà. Bon, ça va, je suis pas encore trop fou. Mais ouais, voilà, je vieillis. J'ai plus de mal avec les chiffres. J'ai plus de mal à... Je sais pas, il faut que je fasse des exercices ou un truc comme ça. Bon, bref. En tout cas, il avait bien joué en pré-saison Dorian Thompson Robinson. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Petite info aussi, la NFL qui échange ses règles pour les paris en ligne. Oui, c'est Alzheimer, bah, visiblement. Écoutez, que voulez-vous, hein. Ça arrive. Je vous jure qu'il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour la période de l'année dans laquelle on se trouve. Je dois pas transpirer le 1er octobre, c'est pas possible. On peut pas habiter au nord de la Loire et transpirer le 1er octobre en étant en t-shirt, c'est pas possible. Oui, bientôt, mais bientôt j'arriverai et l'émission fait 1h30, donc il y a probablement des chances qu'au bout de 45 minutes, je vous demande pourquoi je suis là, par exemple. Qu'est-ce que je fais là? Bon. Donc les nouvelles au niveau des paris en ligne enfin des paris tout court, parce que c'est même plus forcément en ligne. La NFL commence à mettre des stands pour parier dans les stades, mais les joueurs n'ont pas le droit, et ce qui est logique hein, en un sens. Et donc les sanctions ont été mises à jour. Au moins une saison de suspension évidemment, hein, au moins une saison. Au moins une saison de suspension s'ils ont parié sur un match, au moins 2 saisons de suspension s'ils ont parié sur un match impliquant leur équipe, ce qui veut dire que Calvin Ridley par exemple n'aurait pas été réintégré cette saison, il aurait fait une année de plus. Si un joueur parie dans les locaux de son équipe sur un match hors NFL, 2 matchs pour la première violation, 6 matchs pour la seconde, au moins une saison pour la troisième. Alors là je suppose, donc voilà, ils n'ont pas le droit de parier genre sur du basket. Et donc par exemple s'il est en salle de soins, genre il est avec son kiné, il n'a pas le droit de prendre son téléphone et de faire comme ça et de parier s'il veut. On espère évidemment qu'il pariera sur Unibet, hein, notre partenaire pour les paris en ligne. C'est une bonne occasion de le placer. Ils sont partenaires des Eagles en plus, hein, Unibet. Très bonne pub contextuelle sur le site, vous avez vu? Unibet, article sur les paris en ligne. Ça tombe nickel. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est l'avantage en effet d'avoir Alzheimer, c'est de pouvoir planquer soi-même ses œufs de Pâques dans le jardin. Pâques qui est une fête que je peux fêter parce qu'il n'y a pas de NFL ce jour-là. Donc, si un joueur tente de truquer un match, il sera banni de la NFL. Bon, ça me paraissait à peu près logique. Si un joueur donne des informations confidentielles, bon, ça va être folklore, hein, cette histoire, mais bon, pourquoi pas, on va bien voir. On va bien voir. Tu peux... parier sur son équipe, c'est du panache. Bah, il y en a un donc Ridley, il avait parié sur le match des Falcons, mais des matchs des Falcons où il ne jouait pas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais ça tombe sous le sens. Mais voilà, la NFL a précisé ça. On va passer au pronostic un petit peu de la soirée. Je regarde un petit peu où j'en suis. Actu, on a fait. Question, si vous en avez, n'hésitez pas. On va faire les pronos et derrière, on fera les cotes et le quiz. Tu peux même regarder. Tu peux regarder les matchs. Je ne comprends plus ce qui se passe dans le chat aussi. Ça doit être encore Alzheimer. Lamignos, merci à Lamignos pour son abonnement avec Prime. J'ai vu un autre abonnement tout à l'heure. Attendez, je vais faire un petit tour parce qu'il y a eu des abonnements. Follow pour Vini, pour Mila. Pastaga qui a renouvelé son Prime. Fabien Aubart qui a offert un abonnement à Thomas Shell. Vous êtes coquin avec les pseudos. Hein. Et Yenga pour le nouveau Prime. Merci au follow à cœur sur toi, à Rems. L'abonnement de Dr Goot aussi. Voilà, je refais un petit. Le DOS 31 aussi a renouvelé son Prime. Merci à tous pour les abonnements. Merci aussi de
Comment dire, merci aussi de supporter les pubs parce que ça nous fait un peu de sous-sous dans la popoche, comme dirait l'autre. Mais bon, je sais que c'est pas toujours hyper agréable les pubs qui se lancent dans le flux Twitch. Je radote, là pour le coup, je radote, on dirait que j'ai Alzheimer, mais j'ai l'impression que ça fait 50 fauteuils que je vous dis, et parce que c'est sincère, hein. On essaye de trouver le bon équilibre avec la pub pour avoir une rentabilité tout en n'étant pas trop intrusif. Mais voilà, mais on pourra en mettre plus, hein. Je vous garantis que si je répondais à tous les mails que je reçois de gens qui me disent bonjour, nous sommes une régie publicitaire, ça vous dirait d'ajouter des formats vidéo hyper intrusifs sur toutes vos pages? Ça restera à l'écran qu'une trentaine de secondes et ce sera pas du tout gênant pour tout le monde. Je vous jure qu'on pourrait, a priori, on pourrait faire plus intrusif et plus rentable, mais on essaie de trouver un équilibre. Voilà, on essaie de trouver, mais c'est une bataille de tous les jours. J'aimerais bien avoir le temps d'être juste journaliste, mais non, malheureusement, des fois, il faut que je gère les régies et ça prend du temps. Celui qui va couvrir le Super Bowl à Vegas pour TDA est chanceux, nous dit-on sur le chat. Ouais. Pour l'instant, c'est. On va pas. Merci à Dr Gigolo pour l'abonnement Prime. Les abonnements Prime, c'est un bon moyen parce que si j'ai bien compris, c'est gratuit pour vous, mais ça nous permet nous de toucher, je crois que c'est 2 ou 3 euros, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. On peut même pas parier sur la victoire de son équipe d'Adegan. Non, bah non, tu peux pas du tout parier, parce que techniquement, tu peux influer là-dessus aussi, je pense. Même si c'est évidemment plus facile d'influer dans l'autre sens, mais bon. Les pronostics de la 4e semaine. Les Bills pour casser l'ambiance. J'ai mis ça parce qu'on a parlé des Dolphins pendant toute la semaine, j'ai l'impression. Je vais mettre ça en plus gros. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez visible avec les logos. On a essayé de faire un truc un peu plus visuel. Alors, bon, ouais. Alors là, ça coupe le Seahawks, on va essayer de faire comme ça. Faire exprès de perdre, oui, ça on peut. Ça on peut. Donc, on va passer au pronostic de la semaine. Jaguars-Falcons, ligne validée, on est tous à 2-0, ça c'est bien. On est quand même pas mal. Bills pour casser l'ambiance, pourquoi? Parce qu'il y a Raoul, Lucas et Victor qui pensent que les Bills peuvent battre les Dolphins. Moi j'ai misé sur les Dolphins, je pense que je maintiens, mais c'est typiquement le match un peu révélateur pour les Dolphins. Ils font un très très bon début de saison, ils sont hyper chauds, l'an dernier c'était déjà le cas, mais ils vont tomber sur des Bills qui sont quand même des vieux routiers de cette division, qui sont quand même les patrons de la division depuis 2 ans. Donc voilà, ça va être... Alors oui, je vous donnerai le prono de Victor, je le cache, je veux pas tout déglinguer de la mise en page maintenant, parce que je suis pas le plus grand expert du monde là-dessus, mais déjà je m'auto-réalise, hein, on est quand même sur des trucs que j'imaginais pas. Je vais vous dire mon grand plaisir à M6, je vais être totalement sincère avec vous, mon grand plaisir quand je commente sur 6play, c'est que je n'ai qu'à mettre le casque et qu'il y a des gens qui gèrent tout le reste pour moi. J'ai pas à toucher le son, j'ai pas à toucher l'image, j'ai rien à toucher. Je touche rien. Je m'assois comme ça. Hop, c'est un micro comme ça, un micro casque. Je m'assois, tac, je me mets à côté de Greg. On nous dit, tu peux parler 2 minutes? Je fais bonjour et tout. On me dit, c'est bon, le son est ok. Bon, bah ok. Voilà, et ça démarre. J'ai pas à toucher plein de boutons et à faire plein de bêtises. L'assister, je ne sais pas, frère Casto. Bah non, ils ont un peu plus de budget. Bon, ils ont un peu plus de budget. Ils ont des gens. Il y a un mec au son, il y a un réal, il y a un chef d'aide et il y a un opérateur pour les ralentis. Donc il y a 4 personnes en régie. Il y a 2 fois plus de gens en régie que dans la cabine. Voilà. Donc c'est vraiment... est-ce qu'on garde Cleveland malgré l'absence de Watson? Alors ça, c'est une vraie question. Officiellement, on a une règle en plus dans l'équipe TDA qu'on a le droit de changer comme ça, dernière minute selon les blessés. Après, Big Bad Amin, quel luxe, c'est vraiment juste le fonctionnement d'une équipe de diffusion télé, hein, d'avoir des gens à la technique comme ça. Hein. C'est juste que nous, on est plus petit budget, quoi. Je suis obligé de concentrer les rôles. Voilà, on est obligé de concentrer les rôles. Donc, on va revenir à nos pronos. Nous, on peut encore changer. Bah ouais, non, on peut encore changer. Je pense, je vais demander une dérogation parce que moi, je suis en émission, mais je me demande si en effet, je vais pas changer par Ravens quand même. Watson, il a mal à l'épaule. Alors donc, moi, je dirais Ravens maintenant plutôt que Browns. Voilà. Je vais revenir en arrière. Donc, Vikings-Panthers, on a tous mis les Vikings pour le côté... ils ont quand même plus de qualité. Les Bryce Young, c'est pas encore ça. Donc, après, s'ils perdent là, en effet, c'est compliqué. Hein. Torred le dit sur le chat, c'est compliqué.
Bears Broncos, Broncos pour tout le monde parce que ça va tellement mal à Chicago, mais là clairement c'est pareil, hein, c'est un match un peu de la loose. Je vois que ça clash un petit peu Watson sur le chat. On va pas mentir, hein, on va pas mentir. Quand on annonce Deshaun Watson blessé, absent, et qu'on dit ah si Dorian Thompson-Robinson pouvait prendre sa place, on est tous là genre oh ce serait trop dommage. Mince alors. Deshaun Watson est indisponible. Je suis déçu. Voilà. Donc, on a dit Ravens. Steelers, Texans. Enfin, Texans, Steelers, c'est à Houston. On va dire Texans. On va dire Steelers, pardon. Mais attention. Bon, après, la défense. Non, la défense de Pittsburgh est tellement bouillante que. On va dire Pittsburgh quand même. Pittsburgh. Rams, Colts. On a tous mis les Rams sauf Raphaël. Qui a mis les Colts. Ce qui se défend. Hein. Mais quand même, les Rams sur l'expérience. Les Saints contre les Buccaneers, eh ben, j'avais mis les Saints, même si je pensais que c'était Jameis Winston qui jouait, parce que je trouve leur défense vraiment bonne. Après, il y a du costaud en face, Mike Evans et tout ça. Mais avec Derek Carr en plus, je vais dire les Saints, je vais maintenir, mais c'est un match plutôt ouvert si vous cherchez un match. Si vraiment à 19h, vous n'avez pas envie de regarder Dolphins-Bills, ce qui m'étonnerait. Ouais, je peux pas dire officiellement ce que vous dites sur le chat, mais on a à peu près les mêmes sentiments vis-à-vis de Deshaun Watson, si j'ai bien compris. Il y a Alvin Kamara qui est de retour aussi pour les Saints. C'est un beau match. S'il n'y avait pas le Bills-Dolphins, je pense que c'est un des plus intéressants à 19h. Eagles-Commanders, ensuite, là, unanimité pour les Eagles. Ça va être très très dur pour Samuel en termes de pass rush, etc. Je suis pas sûr. Titans Bengals, tout le monde a mis les Bengals parce que les Titans sont quand même très très moribonds, donc on se fait pas énormément d'illusions pour eux en ce moment. J'en suis où? Chargers Raiders, on a tous mis les Chargers, Aidan O'Connell, quarterback rookie pour les Raiders. Là ça fait en effet une équipe qui est pas du tout favorite face à quand même un Justin Herbert qui tourne bien. Cowboys Patriots, il y a un Patriots, c'est Lucas Vola. Je sais pas où il est allé chercher celui-là. Après, il est leader de notre pronostic. Hein, il a le meilleur classement, Lucas. Il faut savoir après 3 matchs. Peut-être qu'il tente un truc pour se détacher ou qu'il est généreux. Je ne sais pas. 49ers Cardinals, on a quelqu'un. Alors, on n'est pas à Londres cette année. Enfin, pas sur ce match-là. On sera à Londres la semaine prochaine. Mais on aurait dû faire plus la promo de ce truc-là. On n'est pas à Londres aujourd'hui, mais on est à San Francisco. On a Marc Orfila de l'équipe qui est à San Francisco, figurez-vous. Il est au Levi's Stadium et il nous fera le résumé du match 49ers Cardinals en direct du Levi's Stadium. Et il est déjà en train, normalement, j'espère, parce que j'ai pas mon téléphone sous les yeux, de mettre des stories, des posts sur Instagram @touchdownactu en entier et sur Twitter @tdactu. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu l'ambiance du côté de San Francisco, etc., suivez-nous. Vous avez les réseaux sociaux là en bas. Voilà, là. Je sais toujours pas faire une symétrie voilà, là de ce côté là @tdactu ou @touchdownactu. Et donc Marco est au Levi's Stadium à San Francisco et il va probablement assister à une victoire des San Francisco 49ers qui sont en effet très favoris. Jets Chiefs, bah oui, c'est le match de la nuit. Les Chiefs sont quand même ultra favoris face à l'incroyable Zach Wilson auquel il croit. Donc voilà. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, Giants Seahawks. Les Seahawks sont favoris pour tout le monde. Saquon Barkley incertain. Alors, quelle est la grosse surprise du soir, demande Richlow? Parce que là, on a des. Pour moi, la grosse surprise, ça pourrait être les Titans qui tapent les Bengals. Ou les Texans qui tapent les Steelers. Vous me demandez une surprise. Voilà. D'ailleurs, la semaine dernière, si vous regardez le fauteuil de la semaine dernière, il y a un moment où j'ai dit Lamar Jackson avec des absents, etc. Ça peut sentir la surprise contre les Colts. Et bam, les Colts ont gagné. Donc voilà, je dis ça. Hein. Les Raiders qui battent les Chargers. Waouh, c'est pas celui sur lequel. C'est pas celui sur lequel je mettrais de l'argent. Jean-Michel Transition, regardez ça. Et merci beaucoup hein, pour la transition. Hop là, alors attendez, parce que je suis pas sur la bonne page. Donc du coup, j'ai raté mon effet Jean-Michel Transition. Attendez, je reviens. Hop. Donc on disait, ah oui, c'est pas celui sur lequel je mettrais de l'argent, dit-il, pour passer au pari avec notre partenaire Unibet. Comme ça, on va faire ça comme ça. Donc, c'est pas celui sur lequel je mettrais de l'argent, sur lequel je mettrais de l'argent avec les paris de la semaine. Ah bah si, moi le Dolphins à 2,09, clairement, tout de suite.
Le Panthers, non, non, pas le Panthers à 2,58. Le Browns est passé à 1,96 du coup. Le Buccaneers, il est à 2,48. C'est beaucoup hein, quand même pour un match qui est plus équilibré qu'il en a l'air. Les Rams à 1,77. J'aime pas ces matchs de fond de tableau pour les paris en ligne. Les Cardinals, ils sont à 6,60. Hein. C'est pour vous dire à quel point Marco il va être à San Francisco devant un match pas tout à fait équilibré. Je vais mettre Bengals à 1,60. Voilà. J'ai dit que ça pouvait être une surprise. J'ai pas dit que ça allait être une surprise. Et Ravens à 1,70. Non, vous savez quoi, Ravens à 1,70. Je me dis Thompson Robinson, ça pourrait être marrant ou un truc comme ça. Donc non. Je vais prendre Vikings à 1,41. Tiens, allez. Donc, Dolphins à 2,09, Vikings à 1,41, Bengals à 1,60, 5 euros misés, 23,58 de gains potentiels. Voilà pour nos 3 cotes. Et on va rajouter un petit marqueur de touchdown. Et on va aller chercher évidemment le match diffusé sur 6play. Ça l'a balancé sur le chat ou pas? Ah bah voilà, j'ai un message d'erreur maintenant. Ah voilà, le match de la semaine sur 6play. Ah bah il est parti 2 fois. Tampa, ça se joue, ouais, très moche, ça se joue clairement. Le Tampa, il est pas saugrenu. Donc Tampa, ça se joue et qui on va jouer en marqueur de touchdown. Alors je suis au marqueur de touchdown, voilà. Ah, James Cook, c'est pas inintéressant. Jalen Waddle, bah Devon Achane, allez hop, voilà, c'est le buzz de la semaine. Devon Achane, j'aurais bien aimé réussir à le choper en fantasy. Devon Achane, allez 2,65, ça me paraît pas mal. Et vous pouvez même, non, vous pouvez pas le mettre dans le combiné parce que voilà, il est pas combinable. Je me demande si c'est parce que j'ai le Bills Dolphins. Voilà, c'est parce que j'avais le Bills Dolphins. On peut pas combiner le match et le marqueur dans le même match, mais on peut faire un combiné en mettant Bengals, Vikings et Devon Achane. Ça fait encore un peu grimper la cote. Et donc on passe à 5 euros misés, 29,89. Et évidemment, vous pouvez jouer ces cotes-là séparées évidemment les unes des autres. Ah ouais, j'ai pas hyper grossi le truc, mais vous avez l'idée. Devon Achane est à 2,65. Voilà pour les cotes. On va passer au quiz et il va falloir que je me dépêche parce que j'ai pas ouvert la bonne fenêtre. On parlait de tout à l'heure mes qualités de réalisateur, vous voyez. Et ben voilà. Clic gestionnaire de stream, clic pas ça, clic ça, clic quiz. Ah oui, il y a aussi Mark Intelligent et son équipe gagne le match. C'est vrai que ça, vous pouvez faire sur Unibet aussi. On va lancer Upstart Quiz. Alors, ça doit être du côté de chez moi. Ah non, il apparaît, c'est bon. Je me disais, est-ce que j'ai pas déjà caché le quiz? Non, j'ai pas caché le quiz. Donc, un quiz aux couleurs des Lions, évidemment. Il nous reste... allez, je mets un porte-clés pour le vainqueur. La prod value... Ah bah non, la prod value, bon, j'étais un tout petit peu moins... On prépare des trucs. Mais je vous dis, c'est pas la technique, c'est pas ma partie préférée du truc. Ce qui serait génial, c'est de parier sur les joueurs qui mettent des sacs d'Iboika. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que oui, on fait les marqueurs de touchdown, on pourrait faire ça. Donc, le titre du quiz est Roar, qui veut dire roar. Ce qui est évidemment le cri du lion hein, en anglais, avec l'accent. En tout cas, le lion fait roar. Donc, on va débuter ce quiz. Je rappelle, ah bah voilà, alors attendez, maintenant j'ai un bouton. Bim, le chat est en emoji. Discussion en emoticode, évidemment, comme ça, pas de spoil. Et on démarre. Pour les mobiles, vous avez un petit logo QuizKit en haut à droite du chat. Vous cliquez dessus et ça passe pour jouer sur QuizKit. Sur ordinateur, vous avez juste à cliquer sur la bonne réponse. Il y a le chrono compte. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Et évidemment, si vous vous trompez, vous avez des points en moins. Autre précision, qu'est-ce que j'oublie? N'oubliez pas de créer un compte QuizKit parce que je ne peux pas voir si c'est contestante numéro machin, ça compte pas et je dois passer au premier qui a un pseudo pour le vainqueur. Voilà, c'est dit d'avance. C'est parti! En quelle année les Lions ont-ils joué leur dernier playoff? Alors ça apparaît pas encore en ligne. Voilà, bim! En quelle année les Giants ont-ils joué leur dernier playoff? Est-ce que c'était en 2011, 2012, en 2018, 2019, en 2016, 2017 ou en 2020, 2021? À chaque fois, la première année, c'est la saison et la deuxième année, c'est le mois de janvier. Hein. C'est pour ça que je mets 2011, 12, 2018, 19. Donc est-ce que c'était la saison 2011, 18, 16 ou 21? 3, 2, 1, réponse. On attend vos réponses. Waiting for the players, me dit le
me dit le truc. Hop, Reveal Answer. Allez, c'est parti. C'était 2016, 17, 39. Bonne réponse, 42. Mauvaise réponse. Et dit. Enfin, non, pas 42. 42, on dit 2011, 12. 10, on dit 2018, 19. Et 2021, 22. Vous avez été 9. Donc, question suivante. J'aime bien, moi, ce truc du chat en émoticône. Là, j'ai trouvé même le bouton raccourci. Vous voyez qu'il y a de l'augmentation de la production value. La semaine dernière, j'ai dû chercher pendant 1 minute l'endroit où mettre le chat en émoticône. Là, bim, j'ai appuyé sur un bouton, c'est fait. Voilà. Et là, si vous voulez, hop, je rappuie, bim, le chat repasse en normal. Bim, je rappuie, il repasse en émoticône. Question suivante. Je la laisse apparaître, moi je l'ai déjà, c'est marrant, il y a un petit temps de latence. Quel est le dernier joueur des Lions à avoir intégré le Hall of Fame? Le joueur le plus récemment introduit au Hall of Fame chez les Lions. Dick Lane, Calvin Johnson, Barry Sanders ou Dick LeBeau? J'aurais pu mettre que des Dick. Il y a un truc avec Dick. Chez les Lions, ils aiment bien les Dick. J'ai toujours été fasciné par le double sens de ce surnom. Il faut savoir que Dick, c'est le diminutif pour les Américains de Richard. Aucune idée pourquoi, parce que ça n'a aucun rapport. C'est vraiment genre, je m'appelle Jean-Jacques, mais appelez-moi Robert, quoi. Voilà, ça n'a aucun sens. Et d'autant qu'on sait tous quand même qu'il y a un double sens, hein, puisque Dick, c'est aussi un mot utilisé pour dire pénis. Les Américains, ils ont un truc dans leur cerveau qui leur permet d'éviter de rire sur les doubles sens de certains mots. Ça me fascine. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal que leur vice-président à l'époque s'appelait Dick. C'est comme si nous, on avait genre pénis machin voilà. Bon, bref, ça n'a aucun sens. On montre la réponse, c'était Calvin Johnson, évidemment. C'était lui, le dernier. Et oui, il a été intégré au Hall of Fame. Je vois que vous avez été beaucoup à répondre Barry Sanders. Non, Calvin Johnson est déjà au Hall of Fame. Donc, il a été intégré. La question suivante, pénis rivière, voilà. Ah oui, mais je me disais comment il écrit. Mais c'est parce que Camille, il est modérateur, il gruge le chat. Question suivante. On avance. On va revenir à Barry Sanders, justement. Quel numéro portait la légende Barry Sanders? Quel numéro de maillot? Ça monte en puissance, la difficulté. Hein. Quel numéro de maillot portait la légende Barry Sanders? Le 20, le 21, le 22, le 23. Celui-là, il est à peu près facile encore, quand même. Celui-là est à peu près facile. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Ça aurait été une émission complète. Hein. On aura eu un invité, on aura parlé des surnoms aux États-Unis. Complet. On montre la réponse. C'était numéro 20. Vous avez été 37 à trouver la bonne réponse. 18h53, il nous reste 7 minutes, ça va, on est dans les times. Qui va gagner le porte-clés magique TD Actu? À la fin de l'année, je ferai des trucs vraiment avec les casquettes à gagner et tout. Mais vous savez quoi, en plus, je pourrais enlever le casque parce qu'il me sert à rien en fin d'émission. Parce qu'en vrai, il me sert qu'à entendre les invités. Ça fait genre, mais j'ai pas de son. Ah si, il me sert à entendre les sons de l'ordinateur. Donc, le 20 pour Barry Sanders. Question suivante. Qui détient... Ah, j'attends qu'il apparaisse à l'écran. Ouais. Qui détient le record du nombre de yards à la passe chez les Lions? Quel est le quarterback, en gros, qui a lancé le plus de yards à la passe? 5 secondes, non 9 secondes chez vous, pardon, vous voyez, j'ai un débord de 4 secondes. Donc, le record de yards à la passe, John Kitna, Bobby Lane, Joey Harrington ou Matthew Stafford? Elle est assez facile celle-là aussi en vrai. Elle est assez facile. John Kitna, Bobby Lane, Joey Harrington, Matthew Stafford, qui a le record du nombre de yards à la passe chez les Lions? On montre la réponse. Et c'était Matthew Stafford, 63 bonnes réponses. Pour vous dire, Matthew Stafford a lancé 45 milliards pour les Lions. Le deuxième au classement, il a lancé 15 milliards. Donc c'est-à-dire que Matthew Stafford est non seulement premier, mais il a lancé 3 fois plus de yards que le deuxième. C'est dire le niveau des quarterbacks des Lions avant Matthew Stafford. C'était vraiment... Alors du coup, je me suis embrouillé. C'est Bobby Lane le deuxième. Si je dis pas de bêtises, c'est Bobby Lane. Je ne l'ai pas renoté, mais je crois que c'est ça. On termine avec une question. Je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Et je n'ai pas voulu y répondre parce que je vous aurais spoilé. Je vous aurais donné la bonne réponse. Je vous explique tout. La question est la suivante. Quel était... Voilà, ça apparaît quel était le premier nom de l'équipe à sa création en 1930. Est-ce qu'il s'agissait des Portsmouth Spartans? Est-ce qu'il s'agissait des Detroit Tigers, des Decatur Staleys ou des Chicago Cardinals? Quel était le premier nom des Detroit Lions à la création de l'équipe en 1930 ? Est-ce que c'était les Portsmouth Spartans, les Detroit Tigers, les Decatur Staleys ou les Chicago Cardinals?
Petit moment d'histoire, vous allez voir des Lions. On attend les bonnes réponses, j'espère, de tout le monde. Et la bonne réponse, c'était les Portsmouth Spartans. Vous avez été 31 à répondre les Detroit Tigers, 21 à répondre les Chicago Cardinals et 14 pour les Decatur Staleys. Je crois que Decatur Staleys, c'était une autre équipe, d'ailleurs, je m'embrouille encore dans ma tête. Donc, les Portsmouth Spartans ont été créés en 1930. Merci à NetNote pour l'abonnement avec Prime. Les Portsmouth Spartans ont été créés en 1930. Ils ont été rachetés en 1934 et emmenés à Détroit, puisque donc l'équipe était basée à Portsmouth à la base, donc dans un état voisin. Et pour combien, d'après vous, ils ont été rachetés? Pour $8 000 de l'époque. Voilà, pour le prix d'une bagnole d'occasion actuelle. Voilà, il y a un mec qui s'est payé les Detroit Lions en 1934 et qui les a fait déménager du côté de Détroit. Et donc il les a appelés Lions, c'était ça la question qui était posée dans le chat tout à l'heure, notamment pour faire une sorte de lien avec les Detroit Tigers, qui était l'équipe de baseball de Détroit. Et donc, ils ont fait ce lien. Il a voulu faire ce lien, en fait, un peu qui a une cohérence entre les équipes locales, ou en tout cas cette petite filiation-là. On regarde les résultats. Et c'est Yaminos ou Laminos. Je ne sais pas si c'est un L ou un I, mais je crois que c'est un I. Yaminos qui l'emporte, 87 950 points, contestant de 166 et deuxième. Cuvette 47, Zinku, Nick MZ, Big Bad Amin, Droid, Gold Rush Black Stripe, Pastaga, Théophane des Vikings. My cat is the best. Mats Lindgren, Yo Shady, Nicolas Delmas, Don SNJ, très moche. Vincent Adja, Dallas Jack, Marie El Rouquinho et Sarah BRH, 21e. On est sur une grosse mauvaise passe là du côté de Sarah quand même depuis le début de la saison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Bon. Donc, merci à Yaminos. Yaminos, à qui il va falloir envoyer quand même un petit message. Il faut que je trouve le chat quelque part. Yaminos, manifeste-toi dans le chat, si possible. Comme ça, je peux t'envoyer un message, parce que je ne sais pas comment faire sinon. Donc, mets-nous un petit message dans le chat, Yaminos. Et après, comme ça, on te retrouve et on va te demander tes coordonnées. Parce que je fais la technique, mais je fais aussi l'envoi des lots, quand même, il faut savoir. Il est où, Yaminos ? Ah mais oui, mais attendez, c'est parce que le chat, voilà, il faut que j'enlève le chat des emojis. Voilà. Donc, c'est bon. Ça fait 2 fois que je suis devant Sarah, mais c'est une consécration pour moi. Oui, bah, on sent qu'il y a elle a une cible, comme on dit hein, maintenant. Bon. Elle, c'est un L, Lamignos. Ok, nickel. Hop, bah, regarde, Lamignos, chuchoté. Ah bah Lamignos, j'ai déjà, il a gagné quand déjà Lamignos le 12-02-2023. Ben voilà, c'est une nouvelle victoire donc pour Lamignos. On est à 18h58, quel timing incroyable. L'occasion pour moi de vous rappeler que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. C'est là que ça se passe, unibet.fr. Et évidemment, on joue de manière raisonnable. On a fait les paris tout à l'heure, mais on joue de manière raisonnable. C'est vous mettez votre petit pécule, vous vous dites je joue avec ça cette année et c'est parti. Et puis voilà, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, les porte-clés, c'est sur Tipeee. Non, les calendriers, on est arrivé à court, mais il y a des sous-verts, il reste des trucs, enfin voilà. Les casquettes, brooklynfees.fr, vous tapez touchdown dans la barre de recherche du store et hop, vous avez les casquettes TDA, la trucker là, tout à fait sympa. Regardez, hop, on peut la mettre à l'envers aussi comme ça si on veut faire jaune. Donc voilà, on a tout et évidemment, je vais utiliser mon bouton magique. Le match sur Sisplay, commenté par Lucas Vola et Grégory Richard, Bills Dolphins, très très belle affiche. Et évidemment, on salue Benjamin Bernard, toute l'équipe de Bein. Il y a le Red Zone sur Bein Sport et vous avez aussi le Game Pass pour ceux qui ont le Game Pass. Merci à tous. Bonne soirée de football américain à tous. On se retrouve en podcast pour les replays de cette émission. Si vous avez raté le début, le débrief des Lions, notre invité Benjamin Bernard, vous retrouverez tout ça en replay podcast et sur YouTube. Et puis les podcasts toute la semaine. On débriefera les affiches de la semaine avec Jean-Michel Boujard, tous les matchs avec Lucas Vola et Raphaël Masmejean. Et voilà, et je crois que c'est Raoul et Victor qui sont sur les previews, quelque chose comme ça. Voilà, on vous remercie. Je vais remettre ma petite scène d'attente, mon petit générique de fin, et je vous dis très bonne... Ah bah non, là, il n'y a pas de musique, ça marche pas. Voilà, on la refait. Hop, voilà. Allez, bon match à tous. Bonne soirée NFL à tous. Ciao.